Son frère et son père ont été tués au maquis. C'était pour nous, c'était quelque chose. Il y avait beaucoup de figuiers ici. Il y avait un prunier là-bas, juste un petit peu plus bas là. Et là, on travaillait la terre. Quand il arrive le moment, alors on travaillait la terre avec nos mains et on faisait des petits pois, on faisait du fève, on faisait pas mal de légumes, Et quand on en a plus, alors on le descend en ville, on le vend. On fait le porte-à-porte chez les Européens. On faisait le porte-à-porte et on leur apporte des légumes. Quand j'étais gamin, je marchais pieds nus. On chassait des lièvres dans la forêt. Et après, on met sa peau, on fait la peau séchée et on trouait de chaque côté. On mettait des morceaux de tissu comme ça pour qu'on n'a pas froid. Et on marchait avec ça. Après, on a commencé les pneus. On coupait les pneus et on faisait des petits trucs en cuir et on attachait. Et le bas, c'est les pneus de voiture. Et là, quand j'ai commencé, j'ai pris le maquis, c'est là où je commençais à avoir une paire de chaussures jusqu'à le jour où je l'ai enlevé dans le chose d'un mort. Ça a été dans une embuscade. Et c'est là où j'avais enlevé la tenue et en même temps la chaussure. Mais la chaussure, elle était plus grande. Mais je mettais des chiffons dans l'intérieur pour marcher. Au nom de la République, liberté, égalité, fraternité, on a pratiqué une politique illégitime, d'inégalité et tournant le dos à la fraternité. Un exemple très clair de ce que j'avance, c'est par exemple l'école. L'école, moi j'ai fréquenté l'école publique laïque obligatoire en Algérie dans les années 30. J'avais dans la classe un certain nombre, dans mes classes, les classes que j'ai suivies, j'avais un certain nombre de mes camarades qui étaient arabes, des Algériens. Ils appartenaient pas au gratin de ce monde arabe. C'était souvent des petites gens. Mais ces enfants ne représentaient que 5 à 10% de la population scolarisable. Les écoles primaires ont été construites d'abord dans les villes et les villages de colonisation. La grande majorité des enfants indigènes en est donc exclue. Dans les années 40, Mustapha El Blidi a pourtant espéré rentrer à l'école. Le directeur, il était là, et il l'appelait, il a sorti la liste, et commençait à appeler à tout le monde. Après, ils m'ont mis dehors, parce qu'il n'y avait pas mon nom. Et ma mère, elle est rentrée, elle a commencé à pleurer, il lui demandait si elle pouvait me faire rentrer. Elle a dit non. Alors, je suis remonté en montagne avec ma mère. Et je suis allé, parce que l'école de Coran, de Louha, là, qu'est-ce qu'on appelle la planche, dans le temps, et c'était loin. Il faut que je fasse 3 heures, 4 heures pour y aller à l'école. Et je suis allé quelque temps pour lire l'arabe, mais j'arrivais pas. Et ma mère, elle n'en avait pas. J'ai commencé à travailler à l'âge de 2 ans. J'ai commencé à travailler. Au début des années 50, le taux de scolarisation a légèrement progressé, mais reste encore très faible. On atteint à peine les 15% d'enfants scolarisables. Ça, c'est moi. École élémentaire, 2e année. 54-55. Mahmed Boukercha était un des rares enfants de la montagne à suivre les cours à l'école de Palestro. Son père y tenait un commerce. Ça, c'est une photo prise avec des jeunes employés que mon père employait dans son restaurant.
dans la cour certainement. C'est des copains, moi. Bon, moi j'allais à l'école, eux pas. L'école de Palestro était composée d'enfants algériens et d'enfants français, fils de petits employés, des postes, des ponts et chaussées, des contributions, fils d'instituteurs, et puis des fils de colons. Rares les fils de colons. Parce que généralement, ils allaient tous dans des institutions religieuses et payantes. Mais la ségrégation se faisait par le matériel. C'est-à-dire beaucoup de gens ne pouvaient pas envoyer leurs enfants à l'école parce qu'ils n'avaient pas les moyens de les vêtir, de leur acheter les vêtements qu'il faut pour l'école, de leur acheter les fournitures qu'il faut pour l'école. Il n'y avait pas... L'école était une école républicaine, si vous voulez. L'école était une école républicaine où on nous apprenait que les gens sont égaux et que la liberté, c'était le terreau d'ailleurs. C'est ça qui a fait qu'après, beaucoup de gens instruits, etc., ont commencé à se poser un certain nombre de questions. Moi, personnellement, j'ai commencé à me poser ce genre de questions à partir de l'âge de 9 ans, 10 ans. Quand, par exemple, vous passez dans un endroit et que votre père vous dit ici, ça appartenait à mon arrière-grand-père. Là, c'était le marché de nos ancêtres. Là, c'était... ce colon, il est installé sur les terres qui ont été spoliées à telle ou telle famille. Vous commencez à vous poser des questions. Et puis après, c'est venu très vite. Parce que 54, 55, 56, ça a commencé à devenir très violent. Quand vous sortez de chez vous et pour aller à l'école, et vous voyez les hélicoptères tournoyer sur les crêtes et lâcher des bombes, du napalm, etc. Pour commencer. Oui, bien sûr, tous les jours. Juin 1957. Un an après l'embuscade, un cran de plus dans la pression que l'armée française exerce sur les maquis. Pour les priver du soutien des habitants, on décide de vider les montagnes autour de Palestro. Les populations qui ont déjà subi la violente répression consécutive à l'embuscade se retrouvent une fois de plus en première ligne. Deux avions de reconnaissance sont venus, ils nous ont déversé des tonnes de tracts dessus. Vous avez 48 heures pour quitter le village. Sur les tracts déversés sur la montagne des Hamals par les avions de l'armée française, on lit « Vous qui n'avez cessé de ravitailler les rebelles, les héberger, vous dont les maris, les fils ou les frères ont pris les armes contre la France, l'heure du châtiment est venue. » Après le 30 juin 57, il sera interdit à quiconque, homme ou bête, de séjourner dans la zone évacuée. Toute personne trouvée dans cette zone sera abattue sans sommation. Telle est la sanction qui a été décidée et sera appliquée sans aucune défaillance. Et on a quitté le village comme ça, pêle-mêle. On est parti, on s'est réfugié chez une tante à Palestro. Hein? C'était tout le monde a quitté le village. Jarrah, Oulad Belmou, toutes les régions, c'était des zones interdites. Habitant sur les hauteurs de Palestro, la famille de Mosrir Baïtesh est prise dans la nasse. On n'avait rien emmené avec nous, rien, mais rien de rien. Même pas le moindre vêtement, ni la moindre couverture, ni la moindre denrée alimentaire. C'était plutôt une chasse. Toutes les personnes étaient évacuées manu militari. C'était vraiment la désolation. Ouais. Ils ont brûlé les maisons, ils ont brûlé tout. حنا كي هربنا حنايا حنا هربنا وما هناك خليناها في الدار وجدك الله يرحمه هو خرج واش شو هكذا باش ما يربطوه باش ما يضربوش ديك الساعه ضربوه للكراعين طاح ثما ديك الساعه نهار حنا هربنا وهما لحقوا عنده العجوز ذاك الشيخ زادوا كملوا له قتلوه
وهذيك العجوز شدوها بالمطرق جبشوا يخبطوا فيها. خرجت اشتات كانوا في الدار، خرجتهم في الدار وهم يمشوا يخبطوا فيها، حتى يخبطوا فيها لحتى الحق الكبير تاعهم قال لهم هذه ولا تضربوها، قال لهم هذه ما تضربوهاش، هذه مرض. ديك ساعه تكزق عليهم يا اخي دقدقوها ما خلوش فيها مسكينه. À l'entrée des gorges de Palestro, un centre de regroupement est installé pour recevoir les habitants des montagnes environnantes qui n'ont pas la chance d'avoir de famille en ville pour les héberger. Encadrés par les soldats, les habitants évacués sont réquisitionnés. Il reste essentiellement des femmes et des enfants. Ils doivent démonter leurs propres maisons pour en reconstruire d'autres dans l'enceinte du camp. Un nouveau village est ainsi créé de toutes pièces, baptisé Amal, en référence à la montagne toute proche. Le regroupement, il y avait beaucoup d'enfants qui se retrouvaient dans une promiscuité très difficile à vivre, et dans des conditions d'hygiène, mais alors déplorables. Donc c'était une vie vraiment, vraiment difficile. Bon, mais quelque part, ça nous a permis d'aller à l'école parce qu'on était regroupés, on pouvait aller à l'école. Et c'est peut-être grâce à ces regroupements que j'ai pu aller à l'école moi-même. Sinon, de la montagne là-haut, je ne pouvais pas descendre tout seul à l'école. C'était quasiment impossible. Donc, si on peut dire quelque part, ça nous a permis d'aller à l'école. Ça, au moins, c'était quelque chose de bénéfique pour nous. Au début de l'indépendance, les gens ont bien tenté de retourner là-bas. Mais comme, vous savez, c'est 5 ans de vie dans le regroupement, ça a modifié complètement notre mode de vie. Et que les gens qui vivaient de la culture de leur peine de terre dans la montagne, bon, ils ont commencé à se débrouiller comme ils pouvaient. Donc, ils se sont organisés d'une autre manière pour subsister. Et puis, retourner à la montagne, c'était pas commode parce que, bon, il n'y avait ni eau, ni route, ni chemin il n'y avait rien. Et puis, ça a donné un coup terrible à ce qui s'est passé sociologiquement dans ce pays après, parce que les gens ne sont plus jamais remontés. Ils ne sont plus jamais remontés dans la montagne. Ils sont restés ni citadins, ni ruraux, ni... Ce jour est le jour de la victoire du peuple. En ce jour historique, toutes nos pensées vont vers nos frères et nos sœurs tombés au champ d'honneur. Ça, c'est moi. L'indépendance. C'était en 1962. Donc, comme c'était une zone interdite, en 1962, nous sommes remontés pour voir le village où je suis né, pour voir un peu l'état, etc. Et avec des amis, grimper sur le sommet de la montagne qui surplombe Aïd Ahmed. Donc, en contrebas, on voit le Wadi Ser, la voie ferrée, les gorges. D'un côté des gorges, la commune de Amal, restée là, sur les lieux mêmes du camp de regroupement. Au bord de la route, la maison cantonnière, d'où partit la section Arthur, un 18 mai 1956. De l'autre côté des gorges, dès l'indépendance, Palestro a été rebaptisé Lahdaria, en hommage à Sil Lahdar, compagnon de Ali Khocha et grand chef militaire de la région. Très vite, le monument Bassetti a été rasé. Bien des années plus tard, en 2007, les restes mortels des Européens de Palestro ont été déplacés et inhumés sous une stèle à une 60aine de kilomètres à l'intérieur des terres. Comme pour les 23 000 autres Français morts pour la France en Algérie, une pierre a été scellée dans le granit au nom de chacun des rappelés de la section Arthur, au mémorial de Montredon-l'Abbessonnier.
Une fillette nue qui hurle et court pour échapper aux flammes. C'est l'une des photos les plus connues de la guerre du Vietnam. Dans un instant, toute l'histoire de ce cliché est celle d'une petite fille qui doit peut-être la vie au pouvoir de l'image. Ce programme vous a été présenté en partenariat avec France Culture. Dans l'Angleterre pré-victorienne, une jeune rebelle se prépare un destin hors norme. L'histoire de l'écrivain Jane Austen. C'est demain, à 20h40, sur Arte. Ce film est accessible en version originale sous-titrée sur le 2e canal. Si le patient atteint de la maladie demeure dans son foyer, l'aide naturelle sera très souvent la personne conjointe. La maladie d'Alzheimer, c'est ça. En quelle année sommes-nous? On en est rendu là, Grant. Fiona, je suis ton mari. Fiona porte un pull qui n'est pas elle. Et la maladie d'amour? Tu as été longtemps absent. Avons-nous réglé la note? C'est ça. Loin d'elle, un film touché par la grâce. Lundi à 20h35. Et tout de suite, portons notre regard sur la photo de la petite fille brûlée au napalm et sur son histoire. Attention, ce programme comporte des scènes dont la violence physique ou psychologique peut heurter les personnes sensibles. My fear was always we lose them too. Well, in 1972, Nick left comfortable Saigon at 6, 7 in the morning and ran into this military operation. I picked up my 300 camera, took a foot picture, all of them coming down. And a bomb explosion, napalm explosion. I hear all the children screaming. Oh my gosh, I said, wow. And then I run there and take a picture. Elle est la petite fille de la photo, Kim Phuc. Elle vit aujourd'hui à Toronto, au Canada, avec son mari et ses 2 enfants. Il y a quelques années seulement, elle a réussi à faire venir ses parents au Canada. Voici l'histoire de Kim. I still remember I just walk to school. Je m'en souviens très bien. With my friends. Avec mes amis, on faisait tous les jours le chemin de l'école ensemble. Et on bavardait jusqu'à l'entrée de ma maison. Until when we arrived to the gate, the entrance of my house. You know what I feel? I felt like I'm a princess.
J'avais l'impression d'être une princesse. Je rentrais dans cette très belle maison et j'étais un peu la princesse du château. Je m'en souviens comme si j'y étais. Une enfance heureuse, jusqu'à ce que la guerre la rattrape. Sa famille vit sur la ligne de front et des deux côtés, le danger menace. Devant la maison, il y avait une sorte de cour recouverte de sable. Un matin, mon grand-père et ma grand-mère nous ont montré des traces de pas. C'était celle de Viet Cong. Ils étaient passés pendant la nuit. J'ai entendu frapper et ma mère a ouvert la porte. Et qui était-ce? Des soldats, beaucoup de soldats. Je ne les reconnaissais pas. Ils ont dit à ma mère de rester calme. Et j'ai vu qu'elle avait très peur. Parce que ce n'étaient pas des Sud-Vietnamiens. C'était des soldats du Nord-Vietnam. Au début de la guerre, ils ont exigé qu'on leur donne du ravitaillement. Et puis ils sont revenus chez nous. Ils nous ont dit qu'ils avaient entreposé leurs fusils ici. Et ils nous ont demandé de les laisser entrer pour qu'ils puissent refermer la cachette. On n'était pas d'accord, mais ils l'ont fait quand même. D'accord ou pas, ils l'auraient fait de toute façon. Est-ce qu'une fois, vous les avez vus arriver? Non. Vous ne les avez jamais vus? Non. Ils ne sortaient de leur tunnel que la nuit. Ma mère m'a dit qu'ils venaient une première fois pour dire ce qu'il leur fallait, pour qu'on rassemble tout ça. Et vous deviez tout préparer? Oui. Quand ils revenaient, il fallait les attendre, leur ouvrir la porte. Ils prenaient leur livraison et ils repartaient. Le Viet Cong vivait sous terre en parfaite autonomie, avec une crèche pour les nouveau-nés, un poste de commandement et un centre de renseignement. Grâce à leur réseau de tunnels, ils arrivaient à échapper à la surveillance de leurs adversaires. La guerre faisait rage au Vietnam depuis 1965. Viet Cong contre Américains et Sud-Vietnamiens. Mais les centaines de milliers de soldats que l'armée américaine avait envoyés au Vietnam n'ont pas pu empêcher sa défaite face au Viet Cong. Dans les tunnels, il y avait même des chirurgiens qui opéraient à la lueur des lampes à gaz. Nous sommes dans les bureaux de l'agence de presse AP, Associated Press. Nick Ut est une star parmi les photographes de Los Angeles. Pendant la guerre du Vietnam, il était adolescent. Son frère aîné couvrait la guerre comme photographe pour AP. Nick Ut a été embauché à son tour par l'agence après la disparition de son frère. J'ai tout appris grâce à mon frère et à ses copains de la Associated Press. Il a commencé par me montrer son appareil photo quand il rentrait à la maison. Il m'a montré aussi les photos qu'il prenait au Vietnam.
Mais ça n'a pas duré longtemps. Il travaillait beaucoup. Et il est mort à 27 ans, pendant une opération dans le delta du Mekong. Un jour, on jouait en famille. Un type de l'AIP est arrivé, et j'ai vu par la fenêtre qu'il pleurait. J'ai compris que c'était grave. Il est entré et m'a dit « Nick, ton frère est mort. Il a été tué dans le delta du Mekong. » J'ai beaucoup pleuré ce jour-là. Sa belle-sœur se rend avec Nick à l'AIP et demande au chef du service photo, Horst Faas, de l'embaucher. On lui donne un poste subalterne, mais rapidement le jeune Nick obtient l'autorisation de partir en reportage. Je me rappelle une attaque à la roquette sur Saïgon. Horst m'a envoyé faire des photos. Je suis revenu avec mes clichés. J'ai même photographié un moine qui s'immolait par le feu pour protester contre la guerre. À 4 ou 5 heures du matin, Horst appelait au bureau. Il savait que je dormais souvent sur place et il me disait « Nicky, va